Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire consacré aujourd'hui à la sobriété hydrique des entreprises que nous organisons Agnès Vukovic en Auvergne-Rhône-Alpes et moi-même en région PACA, et qui travaillons tous deux en DRETS dans des services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, dans des services qui s'appellent les services économiques de l'État en région. Et nous organisons ce webinaire en partenariat avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et l'ADEME. Merci à tous pour votre présence nombreuse qui démontre le vif intérêt que vous portez au sujet de l'eau, et à nos intervenants avec lesquels nous allons vous présenter dans un temps contenu un panorama exhaustif des enjeux de ce que l'État propose pour accompagner les entreprises sur le bassin versant Rhône-Méditerranée. Avant de présenter le programme, je vous indique que le webinaire est enregistré et j'invite les participants à poser les questions dans la rubrique questions-réponses Q&R du webinaire, et on essaiera d'en traiter un maximum dans la session de questions-réponses d'un quart d'heure qu'on a réservé en fin de webinaire, et on s'engage à répondre par écrit à toutes celles auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre en séance. Au programme, on va commencer par un rappel des enjeux du plan eau qui a été lancé il y a un an sur la cible industrie, et ça sera Agnès Vukovic de la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes qui le fera. Ensuite, on aura un exposé de l'état des connaissances en matière de vulnérabilité des territoires du bassin Rhône-Méditerranée sur la ressource en eau par Thomas Peltre, qui est le chef du service ressources en eau, milieu et fleuve Rhône à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et puis, on aura deux présentations des principaux dispositifs de soutien. Un aux investissements par Fabien Abad de l'Agence de l'eau, et un orienté davantage sur l'innovation, InnovEau, par Jasmine Gastavi de l'ADEME. Enfin, nous aurons le témoignage de Dimitri Bans, qui est le responsable environnement de l'entreprise Florette, et qui nous parlera de la démarche engagée sur le site de Toreil dans les Pyrénées-Orientales, et qui a été accompagnée par l'Agence de l'eau. Enfin, on aura ce temps dédié pour répondre aux questions que vous aurez adressées dans le question-réponse. Et sans attendre, je passe la parole à ma collègue Agnès Vukovic. Merci Léonard. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier également d'avoir répondu présent à l'invitation pour ce temps de présentation et d'échange sur un sujet d'actualité considéré comme une priorité du gouvernement. Je vais donc vous présenter le contexte dans lequel se tient ce webinaire et notamment les enjeux du volet industriel du plan eau. Sachez que certaines diapositives présentent des liens qui vous donneront accès à plus d'informations sur les différents sujets abordés. Alors, donc, qu'est-ce que le plan eau et son volet industriel? Le plan eau est le plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, annoncé par le président de la République le 30 mars 2023, dans le cadre de la planification écologique mise en place par le gouvernement. Composé de 53 mesures, il vise à organiser la sobriété, à optimiser la disponibilité de l'eau, à préserver sa qualité et à améliorer la réponse aux épisodes de sécheresse. Il fixe un objectif national de réduction de 10% des prélèvements d'eau à l'horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2019. Diapo suivante. Donc, quelle est la contribution du secteur industriel dans le plan eau? Rappelons tout d'abord que le secteur industriel représente, sur des moyennes 2010-2019, 8% des prélèvements d'eau douce, ce qui représente 32,8 milliards de mètres cubes d'eau, et 4% des consommations d'eau douce pour 4,1 milliards de mètres cubes. Donc, le secteur industriel contribue à l'objectif de réduction de 10% des prélèvements d'eau du plan eau à travers deux actions. Une première action qui est un engagement des filières industrielles via les comités stratégiques de filière, qui sont des instances qui instaurent un dialogue entre l'État, les entreprises et les représentants des salariés sur des sujets clés pour la reconquête industrielle française. Et une deuxième action qui est un engagement au niveau national de 50 sites qui sont à fort potentiel de réduction de leur consommation d'eau,
à mener des projets de sobriété hydrique et à poursuivre les efforts qu'ils ont déjà engagés. Il faut savoir que 5 sites se sont ajoutés à cette liste et se sont engagés de façon volontaire dans la démarche. Au total, ces 55 sites représentent près de 25% des prélèvements et consommations d'eau du secteur industriel, et plus de la moitié des sites concernés sont des sites chimiques et de l'agroalimentaire, comme donc le montre la répartition des secteurs des sites concernés qui est sur la diapositive. Ces 55 sites sont accompagnés au niveau national par la Direction générale des entreprises, la DGE, et en local par les services de l'État en région, DRETS et DREAL, dans leur projet d'investissement pour préserver la ressource en eau sur la base de plans de sobriété hydrique, donc qui leur est demandé d'élaborer. Sur la diapositive suivante, vous avez la localisation des 55 sites du plan eau. Léonard, si tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Ah, j'espère qu'il m'entend. Voilà. Donc, on vous enverra le diaporama. Donc voilà, vous avez donc les 50 sites plus donc la description des 5 sites supplémentaires qui se sont engagés sur la démarche. Diapositive suivante. Voilà. Donc, quel est l'engagement des filières, des 19 filières du Conseil national de l'industrie? Alors, les 19 filières du Conseil national de l'industrie se sont impliquées dans la proposition d'une centaine d'actions via les 16 comités stratégiques de filières présentés sur la diapositive au terme d'un an de travail. Elles ont développé des initiatives diverses telles que des guides, des programmes de recherche et d'innovation, ainsi que des actions de sensibilisation. Ces travaux sont venus compléter ceux engagés dès l'été 2023 pour les 4 filières les plus hydrosensibles, que sont la chimie et les matériaux, les mines et la métallurgie, l'industrie agroalimentaire et l'électronique. Le volet industriel du plan eau verra ainsi la mise en œuvre de nombreux projets industriels de sobriété hydrique. Les agences de l'eau et l'ADEME ont été mobilisées par le gouvernement pour accompagner les projets des 55 sites, mais aussi pour accompagner tous les projets des autres entreprises répondant aux critères d'éligibilité des appels à projets de ces agences, d'où ce séminaire. Je passe maintenant la parole à Thomas Peltre de l'agence de l'eau RMC, qui va vous présenter la vulnérabilité des territoires du bassin Rhône-Méditerranée vis-à-vis de la ressource en eau. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Ouais. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bon? Vous avez le diaporama en vue? Non, pas on l'a encore. pas. Ah. Toujours pas? Ça y Du est, coup, vous voyez... Ça y est? ça y est, c'est bon, Thomas. C'est bon. Très bien. Merci. Oui, donc, on va prendre quelques minutes pour présenter. Alors, sous l'angle du plan bassin d'adaptation, c'est en gros un résumé de ce qu'on peut faire en termes de stratégie dans le domaine de l'eau face au changement climatique. Alors, pas pour la lutte contre les effets du changement climatique, c'est plutôt sur la question de l'adaptation qui est le premier enjeu dans le domaine de l'eau. On ne peut pas parler de changement climatique et d'adaptation au changement climatique sans parler d'eau, en fait, d'une certaine manière. Le plan bassin d'adaptation, c'est un document stratégique qui est porté par le comité de bassin. Et le comité de bassin, il y en a un par chaque grand bassin. La France est découpée en grands bassins qui sont liés aux principaux fleuves de France. Et le comité de bassin, c'est une sorte de parlement de l'eau qui rassemble des représentants des grandes catégories d'usagers et d'institutions liées à l'eau, services de l'État, collectivités, acteurs économiques, dont les industriels, il y a aussi les agriculteurs, les énergéticiens, et puis acteurs non économiques, et si j'ai dit, mais les élus, naturellement.
avant d'évoquer le plan de bassin lui-même, on va parler un tout petit peu de changement climatique dans le domaine de l'eau, pour se redire des choses qui sont beaucoup dans les têtes de tout le monde, hein. Dans le domaine de l'eau, on sait en gros à quoi on doit se préparer face avec le changement climatique parce qu'on a pas mal de données passées et on observe déjà des tendances. Et on a aussi des modèles qui nous permettent de nous projeter à des horizons plus ou moins lointains, avec des scénarios plus ou moins optimistes, voire pessimistes. Mais en gros, ça c'est quelques chiffres clés qui illustrent le fait qu'avec un réchauffement global, les premiers effets dans ce domaine de l'eau, c'est l'assèchement des sols. Et c'est une des conséquences surtout liées à l'assèchement des sols et pas tellement des pluies, à la baisse des pluies ou l'évolution des pluies, c'est la baisse des débits et des recharges de nappes. Débit des cours d'eau, recharge des nappes. Donc en gros, la disponibilité, l'eau, de la ressource en eau va être moins disponible. Elle en aura, il n'y en aura pas forcément moins dans l'absolu, parce qu'il y a toujours autant d'eau qui circule sur la planète, mais sa disponibilité, en particulier saisonnière et en particulier en période chaude, en période d'été, va baisser. Et ça pose vraiment une problématique pour la gestion de la ressource, euh, y compris par rapport aux enjeux de biodiversité, parce qu'une eau plus chaude et moins d'eau disponible, c'est des écosystèmes qui se dégradent et la biodiversité qui s'érode. Ça, c'était pour replacer un petit peu de manière très résumée les enjeux. Je n'ai pas parlé de la montée du niveau de la mer, mais c'est aussi un des enjeux qu'on a qualifié. Euh, mais bon, pour dire, voilà, on sait en gros à quoi il faut qu'on se prépare. L'intensité, on peut l'apprécier à travers des modèles. Et donc, on peut construire aussi des éléments de réponse et une stratégie. Alors, on a évoqué le plan eau, qui est un cadre stratégique. Le plan bassin d'adaptation, c'est une déclinaison zoomée à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, sous l'autorité du comité de bassin, et donc, d'une certaine mesure, plus à la main, plus détaillée pour les enjeux du bassin Rhône-Méditerranée. C'est une stratégie, encore une fois, face au changement climatique, on peut faire la politique de l'offre en disant voilà tout ce que vous pouvez faire, puis après, charge à chacun de prendre ce qu'il veut bien faire. Une stratégie, c'est on fait le tri dans tout ce qui est possible de faire et on met l'accent sur les leviers que l'on considère à privilégier et à accélérer. C'est aussi un document de référence dans le domaine de l'eau pour le bassin, parce qu'il éclaire aussi où sont les priorités et quelles sont les actions à privilégier. Et surtout, pour faire le lien avec le plan eau, c'est la déclinaison du plan de sobriété en eau qui est lié au plan eau. Le plan eau, il a 53 mesures. Nous, vous allez le voir, on a un certain nombre de défis qu'on a posés et qui intègrent et font écho aux 53 mesures qui ont été posées par le plan eau. Alors, le plan de bassin, je ne sais pas si vous voyez, c'est un document qui a été adopté au mois de décembre et qui est très concis, hein. C'est un document stratégique très accessible pour les acteurs. Et là, vous avez un petit synoptique qui résume son contenu. Déjà, il n'y a pas que une problématique de l'eau face au changement climatique. Et il n'y a pas que le problème du manque d'eau ou de la disponibilité de la ressource en eau. Il y a aussi des enjeux, je l'ai évoqué, sur la biodiversité. Il y a aussi des enjeux typiques sur la question des sols. Le fait que les sols s'assèchent de manière aggravée, ça pose un certain nombre de problématiques de gestion particulières. Il y a la question de la qualité de l'eau aussi. S'il y a moins d'eau, qu'elle est plus chaude, ben, toute la question des rejets polluants et de la capacité des milieux à les encaisser se repose. Et puis, il y a les enjeux de risques naturels liés à l'eau, les inondations aggravées ou bien la submersion marine. Ces 5 enjeux, on les a posés sur le plan de bassin. Et pour chacun de ces enjeux, on a amené un résumé de toutes les solutions possibles. Parce que dans le domaine de l'eau, ça, c'est à la rigueur une des chances que l'on a, c'est qu'on a tout un éventail d'actions possibles qui sont déjà bien connues et qui sont même déjà en grande partie mobilisées. Et donc, on les rappelle enjeu par enjeu. On a fixé aussi, un peu l'extrême du synoptique, 30 défis, 30 objectifs pour exprimer le fait que c'est pas tout d'avoir des solutions. Il faut aussi, à un moment, les mobiliser au bon endroit avec le bon niveau d'effort. Et c'est ce qui motive un peu notre punchline, là, qui est, face au changement climatique, il faut agir plus vite et plus fort.
On agit déjà dans le domaine de l'eau avec un certain nombre d'actions sur la maîtrise des polluants, sur la lutte contre les fuites dans les réseaux, etc. Tout ça, c'est déjà en œuvre. Le changement climatique, il vient interroger le fait de le faire plus éventuellement parce que le changement climatique aggrave les phénomènes et le faire au bon endroit. Donc, pour ça, on a fixé des objectifs qui quantifient un niveau d'effort sur les principaux leviers. Je vais y revenir juste après. Et puis, entre les deux, dans cette idée qu'il faut agir plus vite et plus fort, mais sans se disperser, parce que sinon, tout le monde va s'épuiser. L'idée, c'est pas de faire plus partout. On dégage des secteurs prioritaires. Et ça, on a un clé de lecture qui est la vulnérabilité au changement climatique, vulnérabilité des territoires. Le fait qu'un territoire, il subit une évolution climatique dans le domaine de l'eau, enfin, vu sous l'angle de l'eau, et qu'il a aussi sa sensibilité propre. Et ça permet de graduer des secteurs par rapport à d'autres qui sont prioritaires. Je fais un petit zoom parce que ça intéresse particulièrement, je pense, le secteur industriel, sur la déclinaison de l'objectif de sobriété des 10% qui était posé par le plan eau et la façon dont on a décliné dans le plan de bassin. D'abord, cet objectif de sobriété, il oblige d'une certaine manière à ce que on agisse partout et un peu à tous les niveaux pour que les pratiques et les usages soient plus sobres en eau. Dans un contexte où l'eau est abondante, on ne s'oblige pas à être sobre en eau, l'eau n'est pas forcément un facteur limitant, et donc on développe un certain nombre de pratiques qui ne soulagent, enfin, qui ne nous préservent pas forcément de la dépense à la ressource. Si la ressource se raréfie, il faut qu'on apprenne à faire avec moins d'eau, et donc ça, cet objectif-là, c'est de déployer des actions, apprendre à faire partout où c'est possible avec moins d'eau. Il y a un autre levier, c'est le fait que s'il y a moins d'eau disponible dans les cours d'eau et dans les nappes, il faut aussi que les secteurs où on prélève beaucoup, et ça c'est vraiment la logique de prélèvement, on regarde si on ne peut pas prélever moins, soit par des économies d'eau, soit par des actions de substitution, de transfert des prélèvements. Et ça, c'est la logique du partage de l'eau qui se fait dans le cadre de ce qu'on appelle les PTGE, c'est les plans de territoire de gestion de l'eau. C'est une approche territoriale où, en gros, on interroge les principaux préleveurs et voir s'ils ont une marge de manœuvre pour baisser ces prélèvements. C'est complémentaire, c'est pas tout à fait la même intensité d'action, mais c'est primordial. Et puis, globalement, l'objectif des 10%, on l'a décliné sur le bassin parce que on attend que les catégories d'usagers prennent leur part. Alors, le 10%, il s'impose globalement, mais il est accompagné du fait que les usagers agricoles, l'objectif qu'a fixé le gouvernement, c'est qu'eux ne prélèvent pas plus. Donc, en gros, c'est une non-augmentation des prélèvements dans un contexte où c'est un usage où les besoins en eau vont augmenter physiquement, ne serait-ce que par assèchement des sols, et que par ailleurs, on les attend pour une réduction des prélèvements. Et donc, du coup, à l'échelle globale, à l'échelle du bassin et sous l'autorité du comité de bassin, dans le cadre d'un débat, on a fixé un objectif de réduction de 16% pour les usagers de manière cumulée de l'eau potable. Et par rapport à une référence de 2019, ce qui nous donne une baisse de moins 240 millions de mètres cubes par an comme objectif. Et pour les usages industriels, c'est moins 15%. Et ça se traduit, vu qu'ils prélèvent globalement un peu moins, en valeur absolue, on va dire, un objectif de moins 120 millions de mètres cubes par an. Là, une petite diapo juste pour rappeler ce que je disais, c'est-à-dire qu'on est dans un éventail de solutions possibles dans le domaine de l'eau, de manière derrière chacune de ces pastilles qui dit une famille d'actions possibles hein, pour interconnecter les réseaux, pour boucher les fuites, pour infiltrer l'eau. Il y a aussi beaucoup d'ingénierie très opérationnelle. On peut infiltrer l'eau de plein de manières. On construit des noues, on désappareillabilise. On peut boucher les fuites aussi de plein de manières. On peut réguler les fuites en gérant sur les pressions. Tout ça, il y a de l'ingénierie derrière. C'est le bagage, on va dire, du monde de l'eau et sur lequel on doit se mobiliser pour adapter face au changement climatique. Une illustration des cartes de vulnérabilité que j'évoquais. Là, c'est sur l'enjeu de disponibilité en eau, mais on a l'équivalent sur les autres enjeux, hein, biodiversité, qualité de l'eau, etc. Et ce que vous voyez, c'est à l'échelle de sous-bassins versants, qui sont les échelles de gestion territoriale de l'eau, on a gradué les secteurs où la vulnérabilité est plus élevée. C'est les secteurs qui cumulent à la fois une évolution du changement climatique, selon les modèles du GIEC, très marquée, très élevée, et une sensibilité du territoire à cette évolution. Parce que clairement, on peut avoir une évolution forte,
mais à l'échelle du territoire, ça peut ne pas être grave si on n'est pas sensible. La qualification de la sensibilité des territoires, elle se fait enjeu par enjeu. On est sensible sur la disponibilité en eau si on est déjà en déséquilibre. On est sensible en biodiversité si les habitats sont déjà dégradés. Voilà, il y a des clés de lecture qu'on a construites pour donner ces priorités. Et enfin, je termine avec des exemples des défis, ce que je disais, on a fixé 30 objectifs sur le bassin, c'est des objectifs collectifs, on va dire, où chacun peut prendre sa part, et puis après on regardera comment la dynamique à l'échelle du bassin s'engage. Pour chacun des enjeux, là il y a que 6 exemples, mais du coup on a 30 défis. Euh, on a le défi de réduire les prélèvements de 10%, ça on n'y échappe pas, celui-ci. On l'évaluera globalement. Pour les industriels, on évoquait les 50 sites qui se sont engagés au niveau national sur le bassin, ce qui a été considéré, et c'est l'ambition qui a été posée par le comité de bassin. Je rappelle, dans le comité de bassin, il y a des représentants des industriels. C'est de dire, on peut viser une quarantaine de sites qui s'engagent dans une action d'optimisation et de réduction des consommations parce qu'on sait l'éventail des sites industriels qui prélèvent le plus et qui ont sans doute une marge de manœuvre de ce côté-là, sachant qu'on est capable, nous, d'accompagner en financement là-dessus. Puis vous avez d'autres exemples de défis sur d'autres enjeux. Et je vais terminer sur 2 aspects. Un petit zoom par rapport aux acteurs industriels dans ce champ-là d'action. Juste dire, là où en gros ils sont les plus attendus, c'est naturellement la question de la baisse des principaux prélèvements, ce que j'évoquais, hein. C'est-à-dire, il y a des prélèvements, des préleveurs connus, et ils ont de bonnes raisons de faire ces prélèvements-là, mais localement, ça peut être une pression élevée au niveau du milieu. Et donc, dans une logique de partage de l'eau, ils peuvent, dans le cadre des PTGE, être sollicités pour revoir s'il y a des économies d'eau possibles ou si on ne peut pas décaler le prélèvement, soit en temps, soit en le déplaçant. Un autre champ, c'est celui de la sobriété qu'on évoquait, c'est juste se dire, à toutes les échelles possibles, même les plus petites, voir si on peut faire avec moins d'eau, être moins dépendant de la ressource, parce que peut-être que l'eau n'est pas un facteur limitant, mais quand il y a des arrêtés sécheresse et qu'on nous interdit de prélever, là, il y a une vraie problématique de fonctionnement. Et là aussi, il y a des champs d'action possibles. On a été très sollicité après la sécheresse de 2022 sur ce champ-là. Et puis, il n'y a pas que la quantité d'eau, hein. La maîtrise des rejets polluants, je le disais, c'est historiquement là où on a fait le plus de progrès avec les industriels. C'est vraiment, les industriels sont ceux qui ont le plus agi dans ce domaine-là. Mais avec le changement climatique, on est obligé à un moment, localement, dans certains secteurs, de réinterroger les flux admissibles et voir ce qui est encore possible de faire. Et puis, il y a tout le champ aussi de la déconnexion des eaux pluviales pour infiltrer l'eau au plus près dans les sols. Et puis, peut-être que certains acteurs, il ne faut pas oublier la question de la restauration des milieux et des zones humides, de la biodiversité. Il y a des acteurs industriels qui ont une action pour contribuer aussi à l'amélioration des milieux aquatiques. Je termine avec une petite recette en 3 pastilles qui est valable un peu à toutes les échelles. Quand on veut se poser la question de notre rapport à l'eau face au changement climatique, on peut se dire, bah, tiens, est-ce que j'ai pas du gaspillage quelque part, des fuites dont lesquelles je me suis jamais vraiment inquiété, ou un, vraiment quelque chose, oui, des fuites en particulier. L'autre volet qui fait un peu écho, c'est de se dire, même si j'ai pas de fuite, je peux peut-être adapter à la fois ma pratique ou mon activité pour être moins dépendant de la ressource en eau. Là, vous avez soit des solutions techniques, soit des solutions d'activité. Et puis aussi, quand je m'installe quelque part, j'envisage de m'installer. Parfois, c'est oublié, mais il y a des secteurs où bah, c'est un peu la sollicitation de trop. Il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Et donc, du coup, on va direct dans une tension. Et donc, ça vaut le coup de s'en inquiéter quand on envisage de s'installer sur un territoire. Voilà. Bon, merci pour votre attention. Merci J'arrête mon beaucoup, partage. Monsieur Pelt, et on passe la parole à Monsieur Fabien Abad qui va nous présenter le dispositif de l'Agence de l'eau sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Oui. Je vous laisse la parole. Alors, je prends le relais de Thomas, donc ça tombe bien puisqu'il a pu faire l'introduction. Bonjour à tout le monde. Alors, par contre, moi, je vous vois plus, donc j'espère que vous avez la présentation à l'écran.
Donc, je vais vous présenter effectivement Oui, la c'est bon. politique Oui, c'est d'intervention. bon. Donc, comme on a un auditoire assez large, et Thomas l'a introduit aussi, il y a l'aspect effectivement économie d'eau, mais il y a aussi l'aspect réduction des pollutions. Pollution, parce qu'effectivement, sur un process, si on va avoir besoin moins d'eau ou consommer moins d'eau, on va concentrer un peu la pollution. Donc, moi, je suis chef du service pollution, donc agricole, industriel et collectivité. Donc là, au siège de l'Agence de l'eau, et j'ai des chargés d'affaires qui vont rayonner sur le bassin, donc qui seront vos interlocuteurs pour tout ce qui est économie d'eau et réduction des pollutions. Donc, les grands jeux qui guident notre action, donc c'est vraiment le 11e programme qui avait 3 axes stratégiques qui amélioraient l'état de nos eaux, adapter les territoires au changement climatique, on vient d'en parler, et on avait un axe qui est important qui est aider les collectivités, ce que nous on a appelé la solidarité urbain-rurale vis-à-vis des plus fragiles, investir au bon niveau. Sur les modalités d'intervention de la politique, on va dire, à destination du monde industriel, on est dans le cadre du respect de l'encadrement européen. Donc, c'est vraiment l'encadrement européen qui guide nos conditions d'intervention. Donc, il y a un certain nombre de choses qui permettent que, enfin, qui est la conséquence que nos projets ne sont pas éligibles, c'est il ne faut pas une mise en demeure du préfet. Donc, mise en demeure qui est généralement plutôt liée à une pollution. Les arrêtés pour nous, c'est arrêté sécheresse, c'est pas une mise, enfin au titre de, c'est pas une mise en demeure. Par contre, c'est pour ça qu'on peut continuer à accompagner pour travailler sur cet axe-là. On n'accompagne pas non plus les pollutions nouvelles pour tout ce qui est création, augmentation d'activité, si un site viendrait s'installer sur le périmètre de l'agence de l'eau. Et bien sûr, on accompagne tout ce qui est les rejets des normes IED adoptées ou encore d'adoption. Au titre de nos règles, on va dire, d'instruction, on s'adosse essentiellement au régime de minimis. De minimis, c'est un peu plus souple pour nous, ce qui permet de donner quand même 300 000 € de subvention. Alors sur 3 ans, c'est lissé, et qui permet effectivement d'avoir un calcul de l'assiette qui est beaucoup plus aisé, ce qui évite de vérifier le retour sur investissement, qui évite de vérifier pas mal de choses sur cet aspect-là. Après, si l'aide est au-delà de 300 000 €, et on a de nombreuses aides au-delà de 300 000 €, ben on passe, je dirais, dans le régime classique sur lequel, le régime exempté, donc c'est le RGEC environnement sur lequel nous on s'adosse. Et il y a 2 critères sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Le on soit, c'est nous tous. Hein, nous, on doit vérifier la santé financière de l'entreprise. Donc, les projets qu'on va aider doivent aller au-delà des normes communautaires en vigueur. On doit être vraiment au-delà vis-à-vis de l'environnement. Donc, on accompagne les projets d'intérêt manifeste, ça veut dire qu'il y a un gain environnemental important. On accompagne aussi le renouvellement, ça a été une nouveauté du 11e programme. Jusqu'à présent, on n'accompagnait pas le renouvellement. On avait pu accompagner l'investissement initial, donc on ne revenait pas. Là, on revient accompagner le renouvellement. On se rend compte qu'il y a des gros projets, notamment sur tout ce qui est projet macro-polluants, sur l'agroalimentaire. Donc là, par contre, on va quand même se limiter à 500 000 € d'aide par site. Et après, on a des moulinettes internes sur lesquelles l'assiette de base va être diminuée. Donc, les taux d'aide sont les taux fournis par l'encadrement européen des aides, donc de 30 à 40%. 30, ce sera les macropolluants et 40, les micropolluants. On va pouvoir majorer ces taux d'aide en fonction de la taille d'entreprise. Donc, les grandes entreprises seront entre 30 et 40%. Et majoré sur les moyennes entreprises de 20% et petites entreprises, moyenne 10% et petites entreprises 20%. Donc voilà, on peut aller de 50 à 60% si vous êtes une petite entreprise. On a des planchers d'aide sur lesquels on n'intervient pas si l'aide est trop petite, si le dossier de travaux est trop petit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est 10 000 € dans la plupart des cas pour vous ou 50 000 € sur la macro-pollution. Il y a un prérequis important, de ne pas commencer un projet ou lancer des devis ou des factures d'achat du matériel avant avoir déposé une demande d'aide. Sinon, ça voudrait dire que vous n'avez pas eu besoin de l'aide de l'agence de l'eau. Donc, vis-à-vis de l'encadrement européen, c'est un projet qui ne serait pas éligible. Donc voilà, prenez bien contact en amont de tout projet et déposez dans notre portail TSA, c'est la dématérialisation des aides. On a sur le volet réduction des pollutions, donc je vous disais, qui est la priorité pour nous, c'est les substances dangereuses, c'est la réduction des micropolluants.
De façon secondaire, c'est tout ce qui est les macropolluants. Donc, on a, je vous disais, réouvert ce volet-là qui permet d'accompagner tout ce qui est industrie agroalimentaire, tout ce qui va être coopérative fruitière ou autre. On a eu beaucoup de sollicitations sur le nord du bassin et quelques sollicitations en Corse. Donc, depuis ce programme, on touche des industries en Corse. On accompagne effectivement les sites pour anticiper les normes IED. Et on a vu que tout à l'heure, Thomas parlait du changement climatique. On est aussi dans ce cap-là, dans cette philosophie-là pour sous-tendre l'accompagnement à l'adaptation au changement climatique. Sur le 11e programme, donc, qui était 2019-2024, il y avait 104 millions d'euros de budget d'investissement sur la réduction des pollutions. Ce qui a fait, alors ça c'est les chiffres à fin 2023, on avait à peu près 70 millions d'euros d'aide, donc pour 1117 dossiers, 807 bénéficiaires. On a accompagné aussi des approches de branches, approches sectorielles sur de la pollution diffuse, sur des peintres, donc sur l'ensemble du bassin. Donc on a pu accompagner 272 machines, changer de machine, donc pour plus rejeter des rejets de peinture dans les réseaux d'assainissement ou autres. Et l'action de l'agence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de dossiers qui ont été faits sans le financement de l'agence. On a pu additionner sur chaque dossier les pollutions diminuées et ça a fait à peu près 15 tonnes de micropolluants sur 2019-2024 qui ont été abattus, qui ne se retrouvent pas dans le milieu naturel. On a la deuxième facette qui est effectivement les économies d'eau. Le programme initial permettait des financements uniquement sur les territoires, on va dire, d'usage, donc en déséquilibre ou équilibre fragile. Donc là, vous avez les deux cartes, c'est les territoires marron ou jaune. Donc c'était vraiment pour limiter les prélèvements et économiser l'eau. Donc là, on accompagnait l'ensemble des procédés possibles sur les chaînes de production, sur les stations d'épuration, de la réhute, des recyclages. Vraiment, le champ d'intervention est très vaste. Et on pouvait aussi mobiliser de nouvelles ressources de substitution. Par contre, au préalable, il fallait déjà faire des économies, arriver en limite d'économie pour pouvoir aller rechercher d'autres territoires sur lesquels l'eau était peut-être plus abondante. Là, on en a eu beaucoup moins. On était beaucoup plus sur la première phase. Sur le programme, on va dire classique, on a eu beaucoup moins de bénéficiaires. Je ne vous cache pas que jusqu'à 2022, voire début 2023, c'était essentiellement la pollution qui mobilisait les troupes. Et depuis 2022, il y a eu vraiment une inversion de sollicitations et en nombre de dossiers. Les économies d'eau sont passées en tête. Et donc, vous voyez, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur en nombre de dossiers et en nombre de montants attribués. On a constaté qu'effectivement, 2022, c'était vraiment un changement important. On avait ouvert des aides spécifiques aux collectivités qui avaient eu des soucis de sécheresse et des ruptures d'alimentation. Et on a ouvert aussi nos champs d'intervention pour le monde industriel suite à ces sécheresses avec tous les arrêtés. Donc en juillet 2023, on a lancé un appel à projet pour accompagner les acteurs économiques sur la sobriété. Donc appel à projet qui fait effectivement écho au plan haut présenté par le président de la République et qui du coup, la particularité, c'est qu'il ouvrait toutes les aides sur l'ensemble des territoires et non plus zonés comme initialement. Par contre, il y avait certaines règles, conditions d'éligibilité, parce que ici, au niveau du siège, on a 2 chargés d'affaires pour l'ensemble du bassin et on ne pouvait pas avoir un nombre trop important de dossiers, donc on s'est limité pour tous les dossiers supérieurs à 2000 mètres cubes d'économisés par an. Donc, je dirais, les champs des projets éligibles sont du même que précédemment sur le programme classique. Donc, l'appel à projet a été lancé le 3 juillet. Il se terminera le 30 septembre 2024. On fait une sélection au fil de l'eau, donc il n'y a pas de jury classique. Un dossier arrive, il y a eu échange ou pas en amont avec les chargés d'affaires. Et après, on rentre dans une phase de discussion, d'échange pour pouvoir instruire le dossier et le passer dans nos instances. La dernière commission des aides, pour nous, je crois que ça fera début décembre 2024. Mais tous les dossiers doivent être déposés au 30 septembre 2024. Donc, respect de l'encadrement, les taux d'aide classiques. L'enveloppe allouée, c'est 20 millions d'euros. Donc, il y en a encore pas mal dans cette enveloppe. On est à peu près à 7-8 millions consommés à l'heure où je vous parle.
Voilà ce que je pouvais dire. Sur les premiers projets déposés et aidés, on a eu une économie de 1,1 million de tous les projets. Il y en a eu 7 projets accompagnés. Donc voilà, les secteurs économiques. Donc le panorama un peu global de l'intervention de l'Agence de l'eau sur un site industriel. Donc c'est traiter, infiltrer. Thomas en a parlé aussi. C'est tout ce qui est la gestion des eaux de pluie pour infiltrer, économiser de l'eau. Et surtout aussi éviter tout ce qui est les pollutions, sécurisation des stockages et outils préventifs sur les petites entreprises, le site des petites entreprises. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet aspect accompagnement de l'Agence de l'eau sur les projets économie d'eau et pollution. Je rappelle que pollution est un enjeu quand même un peu important aussi. Exactement, merci de le rappeler et merci beaucoup Monsieur Abad pour pour cette présentation très complète de ce dispositif qu'on cherche à promouvoir collectivement pour avoir le plus de projets possibles, de bons projets possibles de sobriété qui n'aient pas de conséquences négatives sur les pollutions effectivement également. Jasmine Gastavi, je vous laisse la parole pour nous présenter le dispositif InnovEau de France 2030. Bonjour à tous. L'ADEME est actuellement opérateur de l'État pour la mesure numéro 48 du plan d'action qui porte donc sur une aide à la levée des verrous qui sont rencontrés par des porteurs de projets avec des projets innovants matures. Cet appel à projet, il porte le nom d'Innovo et son champ est très très large par rapport au spectre du domaine de l'eau. Donc on est sur 4 thématiques mais qui représentent finalement un spectre à la fois petit cycle de l'eau et également grand cycle de l'eau. Donc on a 4 thèmes que sont le premier thème, la préservation de la ressource. Le second thème porte sur tout ce qui va être sobriété de consommation et acheminement. Le troisième thème porte sur le traitement, donc l'aspect qualitatif et donc prévention des pollutions. Et puis le dernier thème porte sur tout ce qui va être plutôt numérique, suivi par exemple des masses d'eau, tout ce qui va être transversal. En ce qui concerne le lien avec la présentation précédente, cet appel à projet, il est vraiment une niche par rapport aux porteurs de projets. Donc nous, au préalable, on vous demande de nous contacter directement afin de discuter avec vous de votre projet et de voir s'il correspond bien à cet AAP, car nous allons le voir, il correspond à des critères d'éligibilité très stricts. Et nous avons donc beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous solliciter, mais que nous réorientons ensuite vers les agences de l'eau. Puisque ce sont les agences de l'eau qui vont majoritairement être vos interlocuteurs dans le cadre notamment d'un subventionnement. Alors, du coup, maintenant, je vais vous présenter quelques thématiques qui sont abordées, quelques sujets qui sont abordés dans chaque thème, afin que vous voyez à quel point le spectre est très très large. Donc, si vous avez des innovations qui sont matures et qui ont besoin d'aide pour tout ce qui va être aide à l'infiltration, tout ce qui va être tout ce qui va être projet autour de la recharge de nappes, tout ce qui va être suivi des ressources, que ce soit des eaux souterraines ou des eaux de surface, les projets autour du dessalement, les projets aussi autour de la notion de zone humide, donc que ce soit leur identification ou leur cartographie, par exemple. Bon, ce sont que des exemples, mais pour vous montrer que ça peut être très très large. Dans le thème 2, vous pourriez avoir des porteurs de projets autour de la notion de sobriété, que ce soit dans l'aspect consommation domestique, mais aussi par exemple dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'agroforesterie, dans la valorisation aussi bien sûr du reuse, puisque c'est tout à fait dans le domaine. Un attendu, et puis par exemple tout ce qui va être partage d'eau en cascade, donc l'interconnexion, le partage d'eau non conventionnel par exemple entre différents bâtiments.
Les projets d'innovation autour de la sobriété dans le bâtiment, bien sûr, sont des exemples très attendus. Et puis après, sur la droite, ce seront plutôt tout ce qui va porter, non pas sur les usages, pardon, mais sur les acheminements. Donc, par exemple, tout ce qui va être autour de l'innovation sur les réseaux, eau ou assainissement, le rendement, ou également tout ce qui va être capteur, smart water, etc. Pour le thème 3, quelques exemples également. Donc là, on est cette fois-ci sur la partie qualité. Donc on va s'attendre bien sûr à recevoir des projets autour du traitement des eaux usées, par exemple, notamment sur des projets qui sont en solutions fondées sur la nature. Mais ça peut être aussi autour de l'assainissement non collectif, sur l'aspect analyse, donc optimisation des analyses par rapport, par exemple, au traitement des eaux usées, mais par rapport aussi à la qualité des eaux du milieu naturel, les effets cocktails, les pollutions des nappes. Euh, on a aussi des projets qui sont fortement attendus sur les PFAS, mais plus globalement, de toute façon, tout ce qui va être micropolluant. Et puis microplastique, là, cette fois-ci, sur des technologies qui permettraient d'éviter le relargage de microplastiques. Et enfin, tout ce qui va porter sur le suivi le suivi des performances épuratoires des stations d'épuration. Enfin, sur le thème 4, on a des attentes, enfin en tout cas des projets qui portent sur souvent le suivi des masses d'eau, donc comme je disais, en surface, souterrain, en réservoir, en réserve utile pour les sols, par exemple, par rapport à l'agriculture. Des projets qui peuvent être autour de la consommation de l'eau, que ce soit donc domestique, industriel, agriculteur, mais aussi par exemple collectivité, la métrologie et puis des outils autour de l'empreinte eau. De manière générale, donc nous on applique, on va voir tous les taux de la réglementation européenne, mais si vous avez des projets qui ont une destination de bien commun, que ce soit dans le thème 4, mais plus largement dans tous les thèmes, sachez que bien sûr, ces projets sont totalement valorisés par rapport à la prise en compte des dépenses éligibles et ont des taux très très favorables. Donc globalement, cet appel à projet, il a un spectre sur l'eau très très large. Par contre, il a des critères d'éligibilité très spécifiques puisque l'objectif, c'est de pouvoir aider le porteur de projet et de ne pas faire de cofinancement avec d'autres institutions publiques. Donc, normalement, il n'y a pas de cofinancement avec l'agence de l'eau puisqu'on va aller directement proposer au porteur de projet les aides maximales. Le porteur de projet est une entreprise. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques exceptions, mais l'objet, c'est vraiment d'avoir plutôt un portage par une entreprise, qui soit seule ou qui soit en consortium avec une PME, un laboratoire, un EPIC, par exemple, ou d'autres grandes entreprises. Et puis, on est du coup sur des innovations, donc on va chercher à respecter le caractère innovant du portage du projet, sur bien sûr sa réplicabilité. L'objectif, c'est d'avoir une mise sur le marché. Il faut que les impacts soient bien sûr positifs et que les impacts soient positifs à la fois sur le côté environnemental, mais également socio-économique. Et puis après, quand on présente un peu plus dans le détail les critères sur l'aspect économique, on a aussi un budget minimal, comme pour l'agence de l'eau. Celui-ci, il est à 600 000 euros, sauf pour toutes les solutions fondées sur la nature ou les projets qui seraient portés dans les DOM-TOM qui vont être amenés à 200 000 euros. Et puis après, pour ce qui est des modalités, donc les taux de subventionnement, on va les voir juste après, mais on a une part subvention, une part avance remboursable pour les entreprises. Et les taux sont ceux du RGEC, nous aussi, mais pas celui de la protection de l'environnement sur le RDI. Donc vous voyez ici qu'il y a un tableau à double entrée en fonction de la taille de votre entreprise, en fonction de l'aspect collaboratif ou pas, et en fonction des dépenses qui sont soit labellisées recherche industrielle, soit développement expérimental. Avant de passer à la suite, je voudrais quand même mettre l'accent sur le fait qu'on est sur de l'innovation. Donc, on s'attend à avoir des dépenses éligibles qui soient majoritairement portées par des dépenses de personnel.
Et donc, tous les projets pour lesquels vous nous sollicitez, sur lesquels il y a beaucoup d'investissements, c'est donc pas le bon guichet. Là, nous, on vous réoriente vers l'agence de l'eau parce que le régime d'aide RDI n'est pas là du tout pour subventionner l'investissement majoritairement. Donc, on peut en prendre une partie, par exemple, pour les démonstrateurs. Mais les projets qui sont de l'ordre, par exemple, de la création d'unités de reuse avec de l'investissement pour, du coup, construire et mettre en œuvre tout ce qui est équipement autour de la solution de réutilisation pourront pas être pris en compte à ce guichet-là. Il faut se tourner vers l'agence de l'eau. Après, on a un rétro-planning, mais l'idée générale de France 2030, c'est de tourner sur un process sur 6 mois avec différentes étapes. Et cet appel à projet, il a déjà eu 2 relèves, décembre et avril. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vers nous. La prochaine relève, c'est pour le 11 septembre, mais vous avez un pré-dépôt obligatoire au moins un mois avant. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à venir nous envoyer un mail pour nous dire que vous avez une idée et qui pourrait potentiellement être dans le cadre d'Innovo. Donc, prochaine relève 11 septembre. Et enfin, il y en a également une en janvier, mais elle n'est pas garantie car ça dépendra de la disponibilité des fonds qui étaient donc aux alentours de 100 millions à l'ouverture de cet appel à projet. Si vous souhaitez déposer, on a une plateforme qui à l'ADEME s'appelle Agir. Et surtout, vous avez en bas à gauche notre adresse mail. Nous sommes 2 à suivre cette boîte mail. Donc n'hésitez pas à la contacter à ap.innov-o@adem.fr pour toutes vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Justine Gastavi, et merci à tous. Je passe la parole à Monsieur Bans qui va illustrer ce qu'une entreprise de l'agroalimentaire a pu élaborer comme plan de sobriété sur un site particulièrement sensible. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc je me présente. Je suis Dimitri Bans, responsable environnement pour la société Floret France, et je vais vous présenter le plan de gestion de la ressource en eau que nous avons mis en place sur notre site de Toreil, qui est situé dans les Pyrénées-Orientales. Donc, pour commencer, je vais rapidement vous présenter notre société. Donc, nous appartenons à la branche fruits et légumes de la coopérative agricole Agrial. Et notre activité consiste à transformer et conditionner des fruits et légumes de 4e et 5e gamme. Donc, on possède 6 sites de production en France et on transforme chaque année 90 000 tonnes de produits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, c'est un élément essentiel dans notre process, puisqu'elle nous permet d'assurer la sécurité alimentaire de nos produits. Et on remarque depuis maintenant plusieurs années, et ça a été dit précédemment, que les enjeux autour de la gestion de l'eau sont de plus en plus forts, et notamment autour du pourtour méditerranéen. Et donc, dans ce contexte-là, on a lancé en 2019 un plan de gestion de la ressource en eau sur le site de Toreil. Donc, en quelques chiffres, donc au niveau des résultats, nous avons réduit de 55% nos prélèvements d'eau depuis 5 ans, ce qui représente une économie de 100 000 m3. Et nous avons réduit notre ratio de 45%, ce qui représente une économie de 9 litres par kilo de produit fini. Donc, pour atteindre ces résultats, nous avons structuré la démarche en 3 étapes. Donc, la première étape, ça a été de mesurer nos consommations. Donc, pour ça, on a installé des compteurs d'eau en 2019 sur nos lignes de production pour pouvoir identifier et piloter nos consommations. Donc, une fois qu'on avait ces mesures-là, la deuxième étape, ça a été d'identifier les améliorations techniques et de mettre en place un plan d'action. Donc, pour cela, on a réalisé en 2020 une étude technico-économique. Et à la suite de cette étude, on a réalisé un plan d'action sur 3 ans. Et donc là, je vous ai listé du coup sur la slide les actions majeures qu'on a pu réaliser sur le site. Donc par exemple, en 2020, on a installé des échangeurs pour refroidir nos essoreuses hydrauliques en circuit fermé. Donc ça, c'est une action qui nous a permis d'économiser 60 m3 par jour. Cette même année, on a installé des électrovannes pour automatiser le renouvellement de nos bains. Cette action nous a permis d'économiser 20 m3 par jour.
En 2021, on a installé un aspirateur pour le nettoyage des sols et pour pouvoir supprimer tout ce qui était poussé à l'eau. Donc ça, c'est une action qui nous a permis d'économiser 10 mètres cubes par jour. Et enfin, l'année dernière, sur une de nos lignes de production, on a mis en place un système de réutilisation des eaux de rinçage dans le bain de lavage. Donc ça, c'était l'aspect technique. Et en parallèle, ce qu'on a aussi voulu déployer, c'est une culture de l'environnement et c'était la troisième étape de la démarche. Et donc pour cela, on a mis en place des outils culturels. L'idée, c'était que nos collaborateurs soient acteurs de la démarche. Et donc là, je vous présente deux outils qu'on a mis en place. Donc le premier qu'on appelle l'outil Clean Dry Safe. En fait, c'est un outil qui nous permet de maîtriser l'environnement de travail sur l'aspect eau, déchets et sécurité au travers d'audits quotidiens. Le deuxième outil qu'on a déployé l'année dernière, qu'on a appelé l'outil Oulala, c'est un outil qui permet en fait à nos collaborateurs de nous remonter les anomalies terrain et de nous proposer des solutions d'amélioration. Pour pouvoir créer vraiment un engouement autour de cet outil, on a mis en place en fait une récompense mensuelle, c'est-à-dire que tous les mois, on vient récompenser la meilleure amélioration. Donc voilà vraiment sur l'aspect vraiment structurel. Par rapport à cette démarche, au niveau des investissements, on a investi aujourd'hui à date 150 000 euros dans la démarche. Et grâce au projet en fait, de l'Agence de l'eau, on a pu être accompagné à hauteur de 70 000 euros sur cette démarche. Par rapport aux étapes à venir, donc on a des projets qui sont en cours, notamment des projets sur des études de solutions de réutilisation de nos autres process. Et comme objectif et comme ambition pour cette année, on s'est fixé de poursuivre en tout cas cette réduction et d'atteindre un objectif de 9,5 litres par kilo pour cette fin d'année et d'augmenter la part de nos eaux recyclées. Donc voilà d'une façon synthétique le plan de gestion de la ressource en eau qu'on a pu déployer. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bans, et merci à tous les intervenants pour les différentes présentations. On a quelques questions dans le chat et dans le Q&A qu'on va peut-être prendre les unes après les autres. On avait notamment une question alors qui concerne un autre bassin versant. Est-ce que l'appel à projet sobriété en eau des acteurs économiques est éligible sur le bassin Loire-Bretagne? Peut-être que Monsieur Abad, vous avez des informations, notamment vis-à-vis de l'agence de l'eau. Alors, l'appel à projet dont je vous ai parlé, c'est vraiment sur le périmètre de Rhône-Méditerranée Corse, hein. Donc, nous, sur Loire-Bretagne, enfin, sur la Loire, on doit s'arrêter à Saint-Étienne. Après, nos collègues de Loire-Bretagne n'ont pas spécifiquement un appel à projet, mais aident effectivement les économies d'eau sur l'ensemble du territoire. Après, il faudrait effectivement regarder sur leur site internet leurs modalités. Là, je ne les connais pas malheureusement. C'est vrai que chaque agence de l'eau déploie en fait des dispositifs sur Qui les peuvent être bassins versants différents, ouais. qui les concernent. Oui. Et qui peuvent être un petit peu différents. Donc ça vaut le coup, en tout cas si vous n'êtes pas localisé effectivement sur le bassin versant Rhône-Méditerranée-Corse, de jeter un œil sur le site internet de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. On a une deuxième question qui était, vous avez indiqué que la dernière relève de Innovo n'était pas garantie car l'enveloppe globale est capée à 100 millions d'euros. Avez-vous la visibilité sur l'état d'avancement de cette enveloppe à date? Oui, tout à fait, mais on ne communique pas là-dessus. À ce stade, on est plutôt optimiste. Optimiste pour qu'il en reste ou pour Oui, oui, que tout à cette fait. relève puisse exister, c'est ça. Ouais. Il y avait aussi deux Euh, questions sur Vas-y. la transmission du replay et des présentations. Donc, nous vous enverrons des liens pour avoir accès voilà, à la fois au replay et aux présentations qui ont été projetées. Je crois qu'on a On a fait le fait le tour, tour. Ah non, il y avait une effectivement. question de Guillaume Belot qui était à propos des projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE, euh, qui nous indique qu'ils commencent en 2019 et
qui demandait quand est-ce qu'était la date finale, ou s'il y en avait une. En fait, les PTGE, 2019, c'est la date de référence pour l'objectif de moins 10%, qui après est décliné, donc ça donnait les moins 15 et les moins 16%. Et l'horizon, c'est 2030. Mais les PTGE, c'est autre chose. Les PTGE, c'est un outil pour le partage de l'eau. PTGE, c'est un plan d'action qui est construit autour d'un constat du fait qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Et après, on regarde quels sont les volumes qu'on considère comme prélevables et comment on agit. Et là, sur le bassin, on a 70 PTGE sur Rhône-Méditerranée. Et ils datent, certains ont démarré en 2010, d'autres, il y en a beaucoup qui datent de 2018. Et on considère qu'au bout de 6 ans, là, on est en phase de révision, de bilan, évaluation et révision de la plupart des PTGE qui ont été engagés. Mais la date est distincte de 2019. 2019, c'est la référence. On prend le cumul des prélèvements connus en 2019 et on applique les moins 10%. Et à partir de là, on va regarder l'évolution. C'est ce que va faire le ministère pour le plan eau. Merci beaucoup. Une question supplémentaire qui concerne encore l'agence de l'eau, je pense, c'est dans le cadre de l'appel à projet sobriété, quelle est la répartition des aides études vs travaux? Alors ça, je ne saurais pas le dire. Alors, moi, ce que j'avais compris, c'était que les Généralement, études n'étaient pas nécessairement financées dans le cadre de cet en appel à fait, les projet. études, on les finance au titre du programme classique et l'appel à projet était là pour financer les travaux. Mais du coup, je ne sais pas le nombre d'études qui ont été lancées et si elles ont donné à chaque fois des travaux derrière. Ça, je ne pourrais pas vous dire malheureusement. Mais effectivement, généralement, la plupart des contacts qu'on a, c'est plutôt quand même des travaux parce que les sites connaissent relativement bien le cycle de l'eau sur leur site et notamment les postes où ils consomment le plus d'eau, où effectivement il y a de l'eau j'ai en tête effectivement une entreprise qui met des compotes qui fabrique des compotes dans des gourdes, qui effectivement utilisait de l'eau pour refroidir ces compotes, parce qu'effectivement, si on les laisse continuer après la cuisson, ben, ça va dégrader le goût, et cette eau repartait directement. Et là, ils ont décidé de la réutiliser sur le site, lui redonner une deuxième vie, puisque c'est de l'eau juste propre qui a un peu de calories, et ils la réutilisent une ou deux fois. Voilà, mais donc en fait, généralement, les sites viennent nous voir avec une assez bonne connaissance de ce qui se passe et des différents flux, et ils viennent plutôt pour mettre en place des nouveaux process, des technologies, euh, voilà ce que leur permet de les accompagner. Merci. Un dernier sujet, mais c'était pas vraiment une question, c'était une petite remarque sur plus la façon de contacter l'ADEME sur l'appel à projet InnovO. Je pense que l'idée, effectivement, c'est que le premier contact soit par mail, mais ça, Madame Gastavi, vous me compléterez, et puis qu'ensuite, il puisse y avoir un échange téléphonique ou par d'autres moyens pour échanger sur les projets. Généralement, il faut effectivement avoir une idée de projet ou en tout cas quelque chose un petit peu élaboré pour pouvoir appuyer la discussion. Oui, et puis c'est possible que ce soit aussi à une période où on soit, nous, sur des phases où on fait toutes les auditions, tous les pré-dépôts, et ce sont des périodes où, en fait, on reçoit de 8h à 18h tous les porteurs de projets par Teams. Et donc, peut-être que cette personne nous a sollicité à cette période-là où là, du coup, on est obligé de travailler que par mail pour les à côté. Donc, si vraiment il y a absolument besoin de faire un appel téléphonique, c'est par Teams, c'est tout à fait possible, mais il y a des périodes où on est plus disponible que d'autres. Merci. Et une dernière question, je pense que ça sera la dernière, il nous reste une minute. C'était est-ce que vous mettez en relation différents partenaires en fait qui pourraient contribuer collectivement à l'élaboration d'une solution? Est-ce que c'est l'agence de l'eau ou l'ADEME qui est sollicité? L'ADEME et l'agence de l'eau, je pense qu'en gros, est-ce que vous jouez un rôle d'entremetteur ou de mise en contact pour améliorer éventuellement des propositions qui pourraient être faites par certains acteurs?
Alors moi, du coup, je vais faire une réponse très courte. Parfois, on peut et on réoriente, mais globalement, on est sur du confidentiel dans le cadre de France 2030. Donc parfois, il peut y avoir de très bonnes possibilités de connexion, mais on pourra peut-être pas les mettre en commun parce on peut pas communiquer souvent sur les projets. Merci. Côté agence de l'eau, est-ce que ça vous arrive? Oui, ça arrive sur, effectivement, on se rend compte que sur un industriel particulier, on a déjà aidé une technologie ou aidé un principe, donc on va essayer de le renvoyer, mais c'est pas fréquent. Et aussi, on finance des réseaux d'acteurs qui vont, on va dire, éminer la bonne parole, les pôles de compétitivité ou autres, donc ce qui permet effectivement des fois d'avoir des retours d'expérience. Mais c'est pas, j'ai pas souvenir que ça soit aussi en nombre important que ça, hein. Parfait. Alors, on a encore quelques questions. Je ne sais pas si on prend 2 minutes pour les traiter ou si on les traite. Éventuellement le faire. Par contre, n'envoyez plus de questions parce qu'on les traitera plus. On vous les enverra. On vous enverra les réponses par, euh, euh, par, euh, par écrit. Question sur la récupération et la réutilisation des eaux pluviales. Existe-t-il des aides pour cela? Oui. Après, il faut voir dans la globalité le projet. Si effectivement c'est pour réduire une consommation, on va dire, d'eau potable ou de prélèvement dans le milieu, on va réutiliser une autre source. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans les présentations. Donc oui, on peut avoir des aides là-dessus. Et ça nous arrive d'avoir effectivement des dossiers sur de la réutilisation d'eau pluviale. Et est-ce qu'il existe des projets qui peuvent être cofinancés par l'Agence de l'eau et l'ADEME, c'est-à-dire qu'il y aurait éventuellement une partie plus d'investissement, puis une partie, j'imagine, plus d'innovation. Euh, c'est des schémas toujours un petit peu compliqués, j'imagine, mais peut-être envisageables. Nous, du coup, de notre côté, c'est envisageable. On est juste limité pour pas, on peut pas financer les mêmes dépenses. Mais si effectivement il y a des dépenses qui sont éligibles au titre, par exemple, de la communication, de la sensibilisation, ça va pas l'être dans le cadre d'Innovo, mais ça peut l'être éventuellement dans le cadre de l'agence de l'eau. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème du moment qu'on respecte les règles. De toute façon, on respecte les mêmes régimes, donc on respectera les mêmes aides sur les cumuls. D'accord. Voilà, en fait, on sera limité par le taux maximum d'aide apportée au projet. Ça a déjà arrivé, même sur les collectivités, hein, sur des méthaniseurs ou autre chose, où on avait eu aide agence de l'eau et aide ADEME, mais sous le régime, donc avec des taux maximum de somme des aides publiques à pas dépasser. Allez, l'ultime question, c'était comment raisonner l'équilibre entre réduction de consommation d'eau et charge d'effluents en industrie agroalimentaire, coût de traitement, redevance. C'est la bonne question. Effectivement, on l'a eu, enfin, on commence à l'avoir un petit peu, parce qu'effectivement, les entreprises qui ont commencé à faire des économies se rendent compte qu'en sortie, au niveau de l'autosurveillance, ils peuvent avoir des charges supplémentaires. Alors, soit absorbées par l'usine de traitement sur place ou pas. Et donc, ça, en fait, il faut avoir je dirais un raisonnement global. C'est bien le sujet c'est comme une pièce à deux faces. Donc, on ne peut pas prendre qu'une face et oublier ou occulter l'autre. Donc, nous, on peut accompagner des projets globaux, hein, sur les sites, hein. On peut approcher des projets d'économie d'eau et après de traitement supplémentaire ou du traitement complémentaire sans problème. Mais ouais, on commence à l'entendre. On ne l'a pas encore constaté sur les dossiers qu'on a accompagnés, mais on commence à l'entendre, effectivement. Parfait. Bah, merci à tous et aussi désolé pour les soucis techniques qu'il y a pu avoir sur la connexion de certains d'entre vous. J'espère que j'ai fait 2, 3 petites manips en temps masqué pour essayer de résoudre le souci. La prochaine fois, on essaiera d'être plus performant techniquement. En tout cas, j'espère que voilà que ce webinaire vous a apporté toutes les clés de compréhension et aussi d'action pour engager des initiatives de sobriété hydrique dans vos industries. N'hésitez pas à diffuser l'information. On vous enverra un lien où sera disponible
à la fois les présentations et le replay du webinaire. Et on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Merci, Bonne bonne journée, au journée. revoir. Au revoir.